Je m'appelle Valérie Masson-Delmotte, je suis chercheuse en sciences du climat, coprésidente d'un groupe de travail du GIEC et membre du Haut Conseil pour le climat. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. 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 Bonjour Valérie Masson-Delmotte, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Tout d'abord, on voulait savoir un peu en quoi consiste votre domaine de travail. Alors, mes propres recherches, elles ont porté essentiellement sur le fait de caractériser et comprendre les grandes variations passées du climat. Et pour ça, on s'intéresse aux périodes où on n'a pas de mesures directes, d'observation directe. Et donc, on utilise les indices que le climat laisse dans un ensemble d'archives naturelles. Et j'ai travaillé en particulier sur le signal déposé dans les glaces polaires ou dans les anneaux de croissance des arbres. Donc là, l'information sur les climats passés, elle est vraiment utilisée comme une contrainte sur la réponse du climat planétaire. Vous êtes donc paléoclimatologue. Pourquoi avoir choisi cette discipline particulièrement ? Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais la chance d'avoir un ami de mes parents qui était archéologue amateur en Lorraine. Et je me souviens que ça avait suscité une curiosité en fait sur l'histoire des sociétés, l'histoire des civilisations et l'histoire du climat. Et quand j'étais au lycée, je me souviens d'avoir été très frappée par un magazine de vulgarisation scientifique qui montrait vraiment des progrès spectaculaires de connaissances. Et donc j'avais ça dans un petit coin de ma tête. J'ai fait des études de physique, donc une école d'ingénieur. Et à la fin de ma formation, j'ai vraiment été démarchée dans des laboratoires de recherche pour faire un stage en fait pour voir ce que c'était la recherche, parce que tant qu'on ne l'a pas fait, c'est un peu abstrait. Et il y a un endroit où on m'a proposé un stage, et puis après, apprendre le métier de chercheur en faisant une thèse. Et puis après, ce laboratoire m'a recrutée. Et donc j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir très vite avoir de bonnes conditions pour faire ce travail de recherche. Et parmi toutes vos découvertes, toutes vos recherches, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou le plus rendu fier ? Il y a le fait d'avoir participé à reconstruire l'histoire du climat depuis 800 000 ans à partir des glaces de l'Antarctique, avec plusieurs aspects, et en particulier le fait de quantifier les variations passées de température. Et cette connaissance des variations passées de température, ça nous permet de voir à quel point la situation actuelle est une rupture sur l'ampleur, sur la vitesse du changement qui a lieu et du changement qui peut avoir lieu à l'avenir. Et dernière chose, c'est le fait d'avoir utilisé ces différentes périodes, les grandes variations glaciaires interglaciaires, la réponse du climat à des éruptions volcaniques, pour tester les modèles de climat et montrer en fait qu'ils arrivent à représenter au premier ordre ces grandes variations. C'est-à-dire qu'on a à la fois des données empiriques et une compréhension des processus à l'œuvre. Comment travailler sur des climats qui ont eu lieu il y a des milliards d'années peut prouver qu'il y a un vrai changement climatique actuel et que même, comme l'a prouvé le GIEC, que c'est 100% la faute des humains. Donc première chose, les climats passés, ça permet de situer la perturbation actuelle dans un contexte plus long. On peut aussi montrer par exemple que la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, aujourd'hui, du fait des activités humaines, elle sort complètement de la gamme des derniers 800 000 ans. La dernière fois qu'on avait un tel niveau de CO2 dans l'atmosphère, c'était il y a plus de 2 millions d'années. La deuxième chose sur les climats passés, c'est que ça nous permet de contraindre la manière dont le climat réagit. En fait, nous, on perturbe aujourd'hui profondément le climat de la Terre, mais on peut tirer parti d'expériences, entre guillemets, naturelles, c'est-à-dire quand le climat a varié du fait de perturbations naturelles. Et en faisant ça, une des avancées vraiment considérables, c'est d'arriver à apporter plus de précision sur ce qu'on appelle la sensibilité du climat. Est-ce que vous connaissez ce paramètre ? Pas vraiment. Ok. Donc la sensibilité du climat, ça mesure finalement l'effet de toutes les rétroactions, toutes les boucles amplificatrices ou stabilisatrices dans le fonctionnement du climat. Et l'étude des climats passés, des climats très froids, des climats très chauds, ça contribue à mettre des limites sur cette plage de réponse du climat. Mais aussi la compréhension de chaque boucle de rétroaction, ça apporte aussi des contraintes pour évaluer comment le climat va évoluer dans le futur en fonction de la manière dont on va perturber l'atmosphère.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quelles vont être les conséquences de ce réchauffement climatique sur nos vies, à nous? Alors, pourquoi est-ce que vous voulez connaître cette information? Pour faire comprendre en fait que ça va nous impacter plus que directement. En fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est-à-dire du fait de la perturbation du bilan d'énergie de la Terre du réchauffement, avec 1,1 degré aujourd'hui, il y a déjà des conséquences partout. Donc, c'est un réchauffement graduel en France. C'est aussi une augmentation des extrêmes chauds, avec des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, qui sont parfois frappantes. Vous étiez peut-être en classe en juin 2019, quand on a eu plus de 40 degrés à Paris, près de 45 degrés dans le sud. Voilà, donc ça c'était un événement inédit, et on voyait bien par exemple que les établissements scolaires n'étaient pas prêts. C'est une augmentation des records de pluie torrentielle, c'est le cas dans le sud de la France et c'est le cas dans beaucoup de régions du monde, parce qu'une atmosphère plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau, donc les tempêtes vont donner lieu à des cumuls plus importants. C'est une augmentation des sécheresses, en particulier autour de la Méditerranée. La question du changement climatique, ce n'est pas une question pour la planète, c'est une question pour nous, pour vous, pour votre génération, parce que certains travaux, par exemple, ont montré qu'une jeune personne d'aujourd'hui connaîtra beaucoup plus d'événements extrêmes du fait d'un climat qui change que ses parents ou ses grands-parents, par exemple. Et justement, tous ces enjeux, il me semble que vous essayez de l'expliquer à notre gouvernement, parce que vous faites partie donc, du Haut Conseil pour le climat, qui est chargé de conseiller le gouvernement sur la politique environnementale. Est-ce que vous pourrez nous en expliquer davantage sur peut-être ce rôle qui est un peu différent de celui du scientifique classique? Alors, il y a le rôle des scientifiques qui est de produire et aussi de partager des connaissances, et puis aussi d'écouter les besoins de la société, de sorte à ce que les connaissances produites puissent éclairer des choix. Ça, c'est le travail de la recherche, c'est aussi le travail du GIEC. Alors, le Haut Conseil pour le climat, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire, c'est passer en revue des politiques publiques, s'assurer de la cohérence entre les objectifs affichés, la trajectoire que la France a choisi de se fixer sur plusieurs décennies, et de voir comment se fait l'implémentation. Donc pour moi, c'est intéressant parce que moi je viens de la physique, je ne suis pas spécialiste de politique publique, de gouvernance ou d'implémentation, mais en faisant cet exercice, on se rend compte à quel point on est maintenant devant des questions de gouvernance, de mise en œuvre, pour avoir vraiment une action sur le climat qui irrigue en fait tous les secteurs d'activité, qui ne soient pas dans une petite boîte dans un coin, mais qui soit vraiment au cœur finalement de tous les choix en matière de développement au sens large, au sens du développement social et économique. Quand on a ce rôle justement auprès des politiques, quelles sont vos relations en fait avec eux? Parce que quand on travaille, quand on dédie autant notre vie à ce sujet-là et qu'on voit que derrière les actions qui sont prises sont sûrement pas à la hauteur de l'urgence, comment on gère les relations avec ces personnes-là? Alors d'abord, il y a toujours une réflexion un peu éthique. Quel est notre rôle? Et chacun d'entre nous, on a des convictions, des opinions qui peuvent être différentes. Et donc il y a tout un travail pour finalement mettre ça de côté et avoir une démarche qui soit objective, rigoureuse, transparente. Ça, c'est un point qui est important. L'autre chose, c'est de voir cela comme un processus de long terme. La question du changement climatique dû à l'influence humaine, elle a émergé dans les années 70. Le constat s'est renforcé dans les années 80, il ne fait que se renforcer depuis. Donc il y a un processus lent, en fait, de partage de connaissances, d'essayer de faire le plus possible qu'il y ait une appropriation de ces connaissances. Donc il y a de la frustration parfois, enfin, je ne le cache pas. Et est-ce que selon vous, il y a d'autres méthodes que la politique aujourd'hui qui peuvent avoir le même impact à une grande échelle, comme la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu l'année dernière? Est-ce que c'est des moyens pour agir contre le réchauffement climatique? Je pense que c'est intéressant pour moi comme exercice démocratique, au sens où les élus ne représentent pas toujours exactement toute la diversité de la population. Il y a des filtres en fait. Et à chaque fois qu'il y a cet exercice-là, finalement, des citoyens, quand ils s'approprient ces enjeux-là, ils dépassent en fait leurs valeurs personnelles ou les clivages ou les choses comme ça. Et ce qu'on voit se dessiner, c'est des choses très communes sur l'intérêt commun, sur ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut préserver, sur vraiment ce que c'est un développement qui soit soutenable, qui laisse personne derrière. C'est des choses très fortes qui ressortent. Alors je comprends, dans le cadre de la vie politique, c'est différent en fait. Chaque parti politique, il va avoir un positionnement, il va essayer de parler à une catégorie d'électeurs. C'est pas le même exercice, ça se remplace pas, ni l'un ni l'autre. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives un peu
de vie ensemble par rapport à justement des enjeux considérables, et puis la manière dont se fait la prise de décision, la délibération en fait, dans la société. Personnellement, je préfère, j'aime beaucoup ce genre d'initiative parce que je trouve que ça permet en fait de se retrouver un peu plus dans le débat public parce qu'on se sent aujourd'hui très loin finalement des politiques. Après, les mesures qui ont été imaginées par la Convention citoyenne pour le climat, aujourd'hui, elles ont été réduites à néant. Donc, est-ce que derrière ces mises en place par les politiques, c'est ça qui est important aussi, c'est de savoir si derrière, il y a quelque chose de réel qui est fait, parce que demander à des gens de travailler pendant des années sur des sujets, et puis finalement, rien en faire, c'est... Ouais, là, on a quand même, sur ce coup-là, on a vraiment senti le fossé, j'ai l'impression, moi, entre la société et les décideurs politiques qui n'ont pas vraiment tenu leurs promesses sur ce coup-là. Alors, je ne veux pas les mettre forcément tous dans le même panier, mais je pense qu'on s'est tous senti un peu... on a senti cette distance sur le sujet, en tout cas, du changement climatique. Il y en a d'autres, mais ce sujet particulièrement. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui pour nous, des gens de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, de faire des enfants par rapport au réchauffement climatique? C'est une question qui est souvent posée par les gens de votre génération et plutôt en France, pas forcément partout ailleurs dans le monde. Finalement, c'est un choix profondément personnel. Mais si vous avez une attention toute particulière sur les questions de climat, d'environnement, peut-être qu'en ayant des enfants, en leur transmettant ces valeurs-là, vous contribuez en fait à avoir des générations qui vont vous suivre, de citoyens qui sont attentifs, qui voudront agir sur ces questions-là. Si vous choisissez de vous mettre en retrait, par exemple de ne pas avoir d'enfants, on peut très bien avoir une vie tout à fait équilibrée sans nécessairement avoir d'enfants, ça relève des choix en fait, des choix personnels, des choix de couple. Mais est-ce qu'on a toujours autant cette motivation à agir pour préserver les conditions de vie des suivants? C'est aussi une autre question. Moi j'ai fait le choix d'essayer de me projeter vers la suite. Avec mon mari, on a 2 enfants qui sont un peu plus âgés que vous. Pour moi, ce qui est vraiment une joie, je pense, c'est de voir ce qu'on peut partager, ce qu'on peut transmettre, et aussi comment les plus jeunes se positionnent et ont envie d'agir dans la société. Pour moi, c'est une joie. Est-ce que vous avez peur pour eux, vu les travaux que vous faites? Est-ce qu'il y a cette peur qui monte pour vos enfants et peut-être plus tard vos petits-enfants? Alors, je pense que je ne peux pas parler pour elles et ce ne serait pas respectueux. La seule chose que je peux dire, c'est effectivement, je vois une inquiétude très grande. Les enquêtes d'opinion le montrent, vos propos le suggèrent. Peut-être que pour surmonter ce qui peut être paralysant dans les émotions, donc, quand on prend conscience des enjeux du changement climatique, il y a toute une dimension émotionnelle qui est présente. Le défi énorme, parfois le sentiment d'impuissance, la colère, la peur, tout ça, ça paralyse. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des espaces collectifs pour l'aborder. Pas forcément un engagement dans un parc, vous voyez ce que je veux dire, mais des espaces qui permettent d'abord d'exprimer ses émotions, d'arriver à être aidé quand elles sont envahissantes, et puis après se projeter dans quelque chose de constructif qui mène à des avancées qui puissent être mesurables. Si vous aviez un message à envoyer à la jeune génération, donc à nous, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? C'est pas à vous de mener la transition rapide maintenant. C'est pas à vous. C'est à ceux qui ont des leviers d'action. C'est à ceux qui ont des postes de décision. Et donc, quelque chose qui est fondamental, c'est créer des espaces d'échange, aujourd'hui, le plus rapidement possible, pour que vous soyez entendus par ceux qui ont la possibilité d'agir maintenant. Bonjour, je m'appelle Étienne Gis et je vous parle au nom de l'Académie des sciences, qui organise ces petites vidéos que vous êtes en train de suivre sur les conversations sur le climat. Quand j'étais enfant, la science qui me passionnait, c'était l'astronomie. C'était pour moi magique de voir les Américains qui marchaient sur la Lune. Aujourd'hui, si j'avais 15 ans, c'est sûr, ce qui me passionnerait, ce serait la science du climat. Car il y a toutes sortes de sciences. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, tout y est. Et je trouve que la possibilité de mélanger toutes ces sciences aujourd'hui, pour des jeunes, pour leurs professeurs, c'est une opportunité extraordinaire. Je suis entouré ici par ces portraits de tous ces gens qui m'impressionnent beaucoup. Je vois le marquis de Laplace,
je vois Lalande, je vois tous ces grands astronomes du passé. Tout ça est passionnant, mais la passion d'aujourd'hui, je crois, c'est la science du climat qui offre toutes les possibilités à des jeunes et à leurs professeurs. Donc j'espère, je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se passionner pour cette science qui est un peu compliquée parce qu'il s'agit de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. C'est tout à fait passionnant.